Bonjour à tous, dans ce tuto, vous allez apprendre les bases des composants dynamiques. Il s'agit d'un outil peu connu de SketchUp, mais qui pourtant s'avère être très puissant. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un composant, ce bureau, qui peut prendre plusieurs formes et changer de dimension, tout cela au travers d'un simple menu déroulant. Vous avez hâte ? Alors commençons sans plus attendre. Mais avant, une petite précision, j'ai enregistré cette vidéo dans l'interface de SketchUp Pro 2022, mais tout ce que vous verrez est compatible avec les versions les plus récentes de SketchUp, notamment les versions de 2023 et de 2024. Commençons par définir ce qu'est un composant dynamique et comment est-ce qu'il fonctionne. Pour cela, on va créer un volume très simple, un cube de 1 mètre de côté. On prend l'outil rectangle, on vient tracer un carré de 100 cm par 100 cm, entrée. Avec l'outil pouce-étiré, je viens l'extruder sur une hauteur de 100 cm. Outil sélectionné, triple clic afin de sélectionner l'ensemble du volume, clic droit, créer un composant que je vais appeler cube. Très bien, jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, si je fais un clic droit sur mon composant, tout en bas du menu, j'ai accès à l'onglet Composant dynamique. Et j'ai trois options. Premièrement, option du composant, ensuite attribut du composant, et enfin échanger de composant. Le dernier qui est grisé et redessiné, on en reparlera un peu plus tard. Et pour le moment, l'option qui va nous intéresser, c'est l'option attribut du composant. Si je clique, j'ai une fenêtre qui apparaît et qui me rappelle le nom de mon composant. Je suis dans le composant cube et j'ai la possibilité d'ajouter un attribut. Si je clique, j'ai une liste déroulante qui apparaît et si je descends, j'ai un petit bug qui m'empêche de descendre tout en bas. On voit que l'ascenseur remonte à chaque fois. Alors pour le corriger, je vais simplement agrandir la fenêtre, le scroll disparaît et j'ai accès à l'intégralité de ma liste. Alors un attribut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un paramètre de notre composant. Ça peut être son nom, son résumé, sa description ou sa position suivant X, Y, Z, sa taille, sa rotation, etc. D'ailleurs, j'ai la définition du paramètre qui s'affiche ici. Si je vais sur position X, il s'agit de la position le long de l'axe rouge. Si je vais sur taille, len x, len c'est l'abréviation de length qui signifie taille. Len x c'est la taille le long de l'axe rouge. Donc en l'occurrence, c'est la taille de là à là. Len y c'est la taille le long de l'axe vert, donc de là à là, suivant l'axe vert. Et len z, vous l'avez deviné, c'est la taille le long de l'axe bleu. Ajoutons l'attribut lenx. Lenx apparaît, c'est le nom de l'attribut, et juste à côté, j'ai un champ qui me donne sa valeur, en l'occurrence 100 cm. Ajoutons également l'attribut len y. On voit que lenx disparaît dans la liste tout simplement parce que je l'ai déjà ajouté. On ajoute len y et on va ajouter len z pour finir. Donc là, j'ai trois attributs de mon composant, sa taille le long de l'axe rouge, sa taille le long de l'axe vert et sa taille le long de l'axe Z. Et sans surprise, chacune des valeurs est égale à 100 cm. Que se passe-t-il si, pour le len x, la taille le long de l'axe rouge, je double-clique et j'indique 200, entrée? Eh bien, le composant se met à jour en fonction de la valeur que j'indique pour l'attribut. De même, sur len z, si je le passe à 50, que se passe-t-il? Le composant se met à jour en fonction de la taille que j'indique le long de l'axe bleu. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les composants dynamiques vont nous permettre d'interagir avec un composant sans avoir à utiliser les options de pouce-étiré, de déplacement, de rotation, le pot de peinture, etc. On pourra modifier les dimensions d'un composant, ses matériaux, sa taille, sa position, directement en indiquant une valeur aux différents attributs.
C'est un peu comme si on avait accès au code source de notre composant et qu'on pouvait indiquer directement les valeurs que nous souhaitons. Et ça, comme vous vous en doutez, ça va nous permettre de réaliser pas mal de choses très intéressantes. Poursuivons avec la découverte des attributs et on va réaliser un petit exercice. On va faire en sorte que notre forme, qui au départ était un cube et qui maintenant est devenue un parallélépipède, reste un cube, quelle que soit la mesure que nous indiquons. Pour cela, nous allons devoir définir un côté. Ajoutons un attribut, et nous avons la possibilité, comme c'est indiqué tout en bas, de saisir un nom personnalisé. Je vais l'appeler côté, sauf que si je laisse un accent et que j'appuie sur Entrée, j'ai un message d'erreur. Je ne peux pas nommer un attribut en utilisant un accent ou des espaces ou d'autres caractères spéciaux. Du coup, je vais corriger cela en l'appelant côté, mais sans l'accent. Entrée. En cliquant ici, je vais avoir accès aux détails de cet attribut. Là, il s'agit d'un champ de texte. Moi, ce que je veux, c'est indiquer un côté en centimètres. Je viens donc définir l'unité en centimètres. La règle d'affichage, pour l'instant, on va laisser sur attribut non visible. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Unité centimètres, c'est OK, je clique sur appliquer et je reviens à la fenêtre principale. J'ai bien l'unité qui apparaît, 0 cm. On va indiquer ici 50. Entrée. Donc là, c'est bien beau, j'ai un attribut qui s'appelle côté, qui a une valeur de 50 cm, mais ça n'a aucune incidence sur mon composant. Eh bien, pour appliquer ce côté à x, y et z, ou plutôt x, y dans le sens vert et z dans le sens bleu, on va tout simplement cliquer sur la valeur, appuyer sur égal et venir récupérer la valeur de côté. Égal côté. Ça nous rappelle exactement la même syntaxe que les tableurs tels que Excel ou Google Sheet. Si j'appuie sur Entrée, len x est désormais égal à la valeur de côté. Faisons la même chose pour len y, égal côté, Entrée, et enfin pour len z, égal côté, Entrée. Et maintenant, en modifiant uniquement la valeur de côté, si j'indique 100, ça impacte également la valeur de len x, y et z. Allez, allons un tout petit peu plus loin. Je vais créer un autre attribut que je vais appeler côté initial. Entrée. Ce côté initial, il aura une valeur de 50 cm. Sauf que là, j'ai indiqué 50, mais SketchUp considère que c'est un texte. Je vais aller dans les détails, et je vais indiquer centimètres. Appliquer. Je modifie en 50. Donc on a un côté initial qui est égal à 50 cm, et je vais ajouter un autre attribut que je vais appeler facteur underscore échelle. Je rappelle qu'on ne peut pas mettre d'espace dans le nom des attributs, sinon SketchUp nous donnera une erreur. Donc là, j'ai créé un deuxième attribut personnalisé, et son unité, ça sera non pas du texte, mais un nombre décimal. Appliqué. Le facteur d'échelle, je vais le laisser à 1. Et maintenant, le côté qui sera appliqué à mon composant, je vais faire en sorte qu'il soit égal au côté initial multiplié, astérisque, par le facteur d'échelle, entrée. Donc là, j'ai bien un côté de 50 cm multiplié par un facteur d'échelle de 1. Si j'indique un facteur d'échelle de 2, entrée, le côté est désormais égal à 50 fois 2. Et si je modifie le côté initial, 75 cm, le côté sera égal à 75 fois 2, soit 150 cm, et c'est ce côté final qui sera appliqué à mon len x, y et z. Donc voilà une simple utilisation des attributs afin d'agir de manière dynamique sur des composants.
Maintenant que notre composant dynamique est configuré, ça serait bien de savoir que l'on doit modifier uniquement les champs côté initial et facteur d'échelle. Imaginons par exemple que nous passions ce fichier à un autre utilisateur et qu'il se rende dans la fenêtre attribut du composant. Il ne saura pas qu'il doit modifier uniquement côté initial et facteur d'échelle. Il pourrait être tenté de modifier directement len x, len y et len z. De même, si nous avons un composant dynamique un peu plus complexe et qui contient 10 voire 20 attributs personnalisés, ça va vite devenir compliqué de s'y retrouver. Alors pour simplifier l'utilisation des composants dynamiques, on va rajouter des options à notre composant. Si je clique avec le bouton droit, composant dynamique, option du composant, j'ai une fenêtre qui pour le moment est vide. On ne peut pas choisir d'option pour ce composant puisqu'il n'en a pas. Alors revenons dans composant dynamique, attribut du composant, et maintenant plutôt que de passer par clic droit à chaque fois, on va rajouter à notre barre d'outils les options de composant dynamique. Je viens l'ancrer à mon interface, et là nous avons attribut du composant, donc ça revient à faire clic droit, composant dynamique, attribut du composant, et juste à côté, nous avons options du composant. Donc les options qui pour le moment sont vides, et les attributs, c'est la fenêtre que l'on utilise depuis le départ. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quels attributs doivent être accessibles à l'utilisateur. Dans notre cas, ce sont les attributs côté initial et facteur d'échelle. On va donc cliquer sur côté initial et cliquer sur cette icône détail. Et on va s'intéresser à règles d'affichage. Pour le moment, c'est sur attribut non visible. C'est la raison pour laquelle l'attribut n'apparaît pas dans les options. J'ai le choix entre attribut non visible, attribut visible et deux autres options. Commençons par attribut visible. Si je choisis attribut visible, l'attribut sera visible mais ne sera pas modifiable. Ça sera tout simplement une information qui sera visible depuis la fenêtre des options. On peut essayer attribut visible, étiquette d'affichage côté initial, appliquer. Si maintenant j'ouvre la fenêtre des options, j'ai bien le côté initial qui apparaît. Malheureusement, là encore il s'agit d'une lacune de SketchUp. L'attribut apparaîtra non pas en centimètres, mais en pouces. Donc raison de plus pour ne pas l'afficher si on n'en a pas l'utilité. Je reviens dans les options d'attribut, côté initial, détail, et cette fois-ci, on va choisir attribut modifiable comme champ de texte. On peut modifier l'étiquette d'affichage. Cette fois-ci, je peux entrer des accents, des espaces. Ça ne pose aucun problème. Côté du cube. Et je vais l'afficher dans texte. Appliquer. Fermer. Option. Côté du cube. Cette fois-ci, je peux venir modifier sa valeur. Alors initialement, faisons un test, nous avons un côté de 75 cm. Alors si j'indique dans les options 75, appliquer, ça me donne 75 pouces. Soit à peu près 190,5 cm. On va donc corriger cela en indiquant non pas du texte, mais des centimètres. Appliquer. On revient dans les options. Côté du cube, 75. Appliquer. Et là, je tombe bien en centimètres. Donc, faites très attention, les composants dynamiques sont super utiles et super puissants, mais il faut être vigilant sur pas mal de points. Donc là, le point de vigilance, c'est d'indiquer l'unité en centimètres, pour forcer SketchUp à raisonner non pas en pouces, mais en centimètres. Faisons maintenant la même chose avec le facteur d'échelle, détail, on va changer attribut non visible en attribut modifiable comme champ de texte. Dans étiquette d'affichage, on peut renseigner, indiquer le facteur d'échelle et on va l'afficher dans nombre décimal.
appliquer, fermer, on revient dans les options de notre composant. Maintenant, je peux modifier également son facteur d'échelle. Donc là, on est sur du 75 x 2, donc 150 cm de côté. Si j'indique un facteur d'échelle de 1 et que j'applique, on a bien un composant qui a désormais un côté de 75 cm. Si je le passe à 3, appliquer, on passe désormais à 75 x 3, soit 225. Et pour finir, la phase de test, si on indique 100 cm et un facteur d'échelle égal à 2, appliquer, on devrait avoir 200 cm. C'est bien le cas, nos options sont donc configurées correctement. Dans les règles d'affichage, il nous reste une dernière option à voir, c'est l'option attribut sélectionnable dans une liste. Alors pour cela, on va modifier notre composant et revenir à l'état initial. Je vais donc supprimer le facteur d'échelle en cliquant sur le petit moins. OK. Côté initial, je vais supprimer également. Et là, j'ai plein d'erreurs qui apparaissent. Ce n'est pas grave, on va corriger tout ça dans quelques instants. Et côté du coup, plutôt que d'appliquer une formule côté initial fois facteur d'échelle, on va venir indiquer une liste. Alors si je suis allé un petit peu vite, je choisis côté, je vais dans détail, et dans règles d'affichage, je vais sélectionner attribut sélectionnable dans une liste. Et là, je vais créer une liste avec des options et des valeurs. Je peux par exemple entrer une première option, petit cube, et la valeur, ça sera 100 cm. Entrée. Deuxième option, moyen cube, et la valeur, 200 cm. Entrée, grand cube, on va partir sur 500 cm, et enfin, pourquoi pas, immense cube, et on va partir sur 1000 cm. Je vais cliquer dans le vide afin de valider mon tableau. Dans étiquette d'affichage, je peux indiquer sélectionner la taille du cube, et dans unité, je précise bien que ce sont des centimètres dans les valeurs. J'ai bien l'unité qui apparaît d'ailleurs. Je clique sur appliquer, et maintenant, côté, on va dire que initialement, il est égal à 50, entrée, len x, c'est égal à côté, len y, c'est égal à côté également. Alors, il a du mal à me le valider. Encore un petit bug dans les composants dynamiques. On va y remédier. Len z, c'est égal à côté. Si j'actualise, ça ne corrige pas le bug. On va fermer la fenêtre, l'ouvrir à nouveau. On va indiquer une valeur en dur. Là également. Voilà, du coup, ça me supprime les erreurs. Donc, len y, on avait dit que c'était égal à côté. Len z, c'est égal à côté. Et maintenant, on va tester notre composant. Donc, je retourne dans les options du composant dynamique. Et là, j'ai accès à une liste déroulante qui m'invite à sélectionner la taille du cube. On va tester petit cube, appliquer, et on devrait avoir un côté qui fasse 100 cm. C'est bien le cas. On va appliquer maintenant l'option moyen cube. On devrait avoir 200 cm, très bien. On continue avec grand cube, donc 500 cm.
Et enfin, immense cube, on devrait avoir 1000 cm. Très bien, les options ont été configurées correctement. Alors pour que ça soit bien clair, je reviens dans les options du composant. J'ai l'attribut côté qui va renseigner sa valeur en fonction de la liste déroulante. Lorsque l'utilisateur va choisir un élément de la liste, SketchUp va récupérer la valeur correspondante et va l'appliquer à l'attribut côté, qui lui-même répercutera la valeur sur len X, len Y et len Z. Abordons à présent les fonctions. Pour cela, je vais modifier mon composant dynamique. Je retourne dans les attributs. Je vais sélectionner l'attribut côté et je vais cette fois-ci le passer non pas en attribut sélectionnable dans une liste, mais dans attribut non visible. Je conserve l'unité en centimètres, appliquer, et on va créer un autre attribut, cette fois-ci côté underscore user, c'est le côté que devra entrer l'utilisateur. Je me rends dans l'onglet détails, règles d'affichage, attribut modifiable comme champ de texte. On va l'appeler côté du cube, unité centimètres, et on va l'afficher également dans les options en centimètres, là encore pour ne pas avoir de bug et pour éviter le forcing en pouces. Appliquer. Pour le moment, côté user et côté sont indépendants. D'ailleurs, si je le passe à 100 cm, ici, c'est bien impacté sur len X, Y et Z, et côté user, lui, reste toujours à 0, il n'impacte pas le composant. Maintenant, côté user, je vais indiquer 50, et côté, pour le moment, il sera tout simplement égal à côté user. Donc, si je me rends dans les options, je vais indiquer ici le côté user, par exemple 200, appliquer, et j'ai bien 200 cm de côté, et si je retourne dans les attributs, côté user a été appliqué à côté, et côté lui-même a été répercuté sur len X, Y et Z. Alors je vais zoomer un peu sur mon cube. Maintenant, si dans côté user, j'entre 220, côté passe à 220 et c'est répliqué également sur les différentes tailles. Maintenant, admettons que nous souhaitons avoir un côté qui soit toujours arrondi à la centaine supérieure. Par exemple, si côté user est égal à 220, j'aimerais que côté, lui, soit égal à 300. Ou alors, si côté user est égal à 430, j'aimerais que côté, lui, soit arrondi à 500. Comment allons-nous réaliser cela? Eh bien, ce sont les fonctions qui vont nous y aider. Je clique sur l'onglet fonctions, et là, j'ai la possibilité de choisir parmi une longue liste de fonctions que me propose SketchUp. Nous avons des fonctions mathématiques qui nous permettent par exemple de renvoyer la valeur absolue d'un nombre. Si je clique dessus, j'ai la description de la fonction qui m'est donnée juste en dessous. Renvoie la valeur absolue d'un nombre donné. Si je choisis par exemple ln, renvoie le logarithme naturel en fonction de la constante e d'un nombre. Et la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction scaling, arrondie au nombre entier ou au multiple de précision immédiatement supérieur. Et pour pouvoir utiliser la fonction scaling, je dois préciser le nombre et le degré de précision. Alors faisons-le du coup pour notre attribut côté. J'entre dans le champ de valeur, je mets égal, et là pour indiquer la fonction, je peux soit le taper au clavier, ou alors je clique tout simplement sur insérer. Et là SketchUp me pré-remplit les paramètres. Le nombre que je souhaite arrondir, c'est côté user. Et la précision, pour le moment, on va laisser sur 10. Autrement dit,
je souhaite arrondir à la dizaine supérieure. Entrée. Que se passe-t-il si maintenant mon utilisateur indique 222 cm? Eh bien, côté va passer automatiquement à 230. Idem s'il indique 489, entrée, côté va s'arrondir pour passer à 490. Comment faire du coup pour arrondir à la centaine supérieure? Eh bien, au lieu d'indiquer 10, je vais indiquer 100. Entrée. Maintenant, peu importe le nombre que j'entre ici, entre 400 et 500, ça sera toujours arrondi à 500. 412, ça reste à 500. 460, ça reste à 500 également. Si maintenant j'indique 225, ça sera arrondi à 300. Et si j'indique 734, c'est arrondi à 800. Je peux le vérifier dans mon modèle. On a bien 800 cm. Et je peux également faire le test avec les options. Si mon utilisateur entre 52, ça sera arrondi à la centaine supérieure, autrement dit 100 cm. Voilà donc comment utiliser les fonctions dans nos composants dynamiques. Alors petit exercice, essayez de voir maintenant comment arrondir, mais à la centaine inférieure. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on passe à la correction dans 3, 2, 1. Alors pour cela, on va modifier à nouveau notre attribut côté, sauf que cette fois-ci, au lieu d'indiquer ces lignes qui arrondit à la précision supérieure, on va chercher une fonction qui cette fois-ci va arrondir à la précision inférieure. Et cette fonction, on ne peut pas la deviner, il faut parcourir les différentes fonctions jusqu'à tomber sur celle qui nous correspond. Et là, en l'occurrence, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, sixième fonction en partant du haut. La fonction floor qui arrondit au nombre entier ou au multiple de précision immédiatement, si j'agrandis la fenêtre, immédiatement inférieur. Et il prend les mêmes paramètres, le nombre et le degré de précision. Donc si au lieu d'avoir ces lignes, j'indique floor, entrée, là du coup, ça passe à 0, puisqu'il arrondit à la centaine inférieure. Si j'indique 389, il va l'arrondir à 300. Si j'indique 710, il va l'arrondir, cette fois-ci, à 700. Et là encore, je peux le vérifier dans mon modèle. Alors n'hésitez pas à jeter un œil aux différentes fonctions, vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts, pour calculer des logarithmes, pour utiliser pi avec précision, pour convertir des radians en degrés, ou encore des degrés en radians. On peut également générer des nombres aléatoires avec rand. Nous avons aussi des fonctions qui sont propres à SketchUp, des fonctions textuelles. Si je clique par exemple sur proper, ça va convertir en majuscule la première lettre de tous les mots d'une chaîne de texte. Ça peut être utile si on souhaite avoir des notations qui commencent toutes par une majuscule. Nous avons également des fonctions trigonométriques. Après, évidemment, dans notre projet, il faut en avoir l'utilité. Nous avons des fonctions logiques que l'on aura l'occasion d'utiliser dans ce tutoriel, les opérateurs et évidemment les fonctions onClick que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Parlons à présent de l'attribut onClick. Pour cela, je vais l'ajouter en cliquant sur « Ajouter un attribut ». Et dans les attributs de comportement, je vais cliquer sur onClick. onClick va me permettre de déclencher une action lorsque je vais cliquer sur le composant. Alors de quel type d'action il s'agit? Pour avoir accès au type d'action, je me rends dans les fonctions. Et là, j'ai une catégorie fonction onClick. Je peux choisir d'afficher
un message. Là encore, si je clique dessus, j'ai la description. Alerte affiche une boîte d'alerte avec une chaîne de texte. On peut l'essayer. Dans OnClick, je vais cliquer sur le champ valeur, je clique sur Insérer, et là je viens modifier le message en prenant soin de conserver les guillemets de part et d'autre. S'il n'y a pas de guillemets, cela va générer une erreur. Et là, je peux dire bonjour, tout simplement. Alors maintenant, que se passe-t-il si je clique sur mon composant? Il ne se passe rien du tout, si ce n'est que je vais tout simplement le sélectionner. Pour l'instant, rien ne change. Si je double-clique, j'entre dans mon composant. Pour le moment, là encore, on est dans l'utilisation la plus classique de SketchUp. En revanche, si je viens sélectionner cet outil qui fait partie des 3 icônes des composants dynamiques, alors d'abord je vais fermer cette fenêtre. Voilà, maintenant j'ai le petit doigt qui apparaît. Si maintenant je viens cliquer sur mon composant, j'ai une fenêtre qui apparaît avec le message « Bonjour ». L'attribut fonctionne bien. Voyons à présent une autre fonction de OnClick. On peut par exemple choisir... Alors, fonction OnClick. On a des fonctions d'animation que nous verrons un peu plus tard. On a des fonctions qui nous permettent de basculer d'une scène à une autre. La fonction redraw nous permet de redessiner un composant. Et la fonction qui va nous intéresser là, c'est la fonction set, qui va nous permettre de mettre à jour un attribut. Je vais donc cliquer sur set. Je vais supprimer tout ça. Insérer. SketchUp me pré-remplit mon champ et l'attribut que je souhaite modifier. Allez, ce que l'on va faire lorsqu'on va cliquer sur notre composant, on va le faire pivoter de 45 degrés à chaque fois autour de l'axe bleu. Alors pour le moment, on va laisser ça vide et on va ajouter un attribut. Quel est l'attribut qui représente l'état de rotation du composant autour de l'axe bleu? Ou si je pose la question autrement, imaginons que j'utilise l'outil faire pivoter, que je me positionne sur l'axe bleu et que je pivote mon composant. Selon vous, quel attribut sera modifié? Eh bien, il s'agit de l'attribut rotation, rotation autour de l'axe Z. Je retourne dans Info, Rot Z, rotation autour de l'axe bleu en degrés. Testons ça tout de suite. Si j'indique un Rot Z de 45 entrées, mon composant pivote bien de 45 degrés. Si j'indique 90, il pivote bien de 90 degrés. Je le remets à 0. Et maintenant, on va pouvoir créer notre fonction OnClick pour agir sur le Rot Z, la rotation autour de l'axe Z. Donc, j'entre dans le champ OnClick, je vais récupérer ma fonction set, insérer, l'attribut, entre guillemets, c'est Rot Z, et l'état, je vais indiquer 45, entrée. Alors maintenant, que se passe-t-il si je prends l'outil clic sur composant et que je clique sur mon composant? Il pivote bien de 45 degrés. Si je clique à nouveau, là en revanche, il conserve sa rotation. Moi, j'aimerais qu'il pivote à nouveau de 45 degrés. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Eh bien tout simplement parce que lorsque je viens cliquer sur mon composant, l'attribut Rot Z sera égal à 45 degrés. Et c'est exactement ce qui se passe. Pour rajouter 45 degrés à chaque fois, il faut que je récupère le Rot Z actuel auquel je rajoute 45 degrés. Donc si je résume, en cliquant sur mon composant, je viens modifier un attribut grâce à set. L'attribut, c'est Rot Z, qui correspond à la rotation autour de l'axe bleu. Et je le modifie comment? En récupérant sa valeur et en y ajoutant 45 degrés. Entrée, testons cela. Outil clic sur composant, j'appuie une fois,
ça pivote de 45 degrés. Donc là, j'ai bien un rot Z qui est égal à 90. Que se passe-t-il si je clique à nouveau? Eh bien, le rot Z, il sera égal à 90 plus 45. Je passe bien à 135. Je clique à nouveau, 135 plus 45, ça me donne bien 180. Et si je clique à nouveau, on pivote encore de 45 degrés à chaque fois. Voilà donc comment utiliser l'attribut onClick sur nos composants dynamiques. Voyons à présent un cas un peu plus concret avec la conception d'un bureau dynamique. Commençons par créer le plateau. Outil rectangle, on va créer un plateau de 140 par 60. Je vais l'extruder sur 4 cm. Triple clic et je vais créer un composant que je vais appeler plateau. Le plateau, je vais l'amener à 70 cm du sol en restant bien sur l'axe bleu. Et maintenant, je viens créer mes pieds. Outil rectangle toujours, on va partir sur une épaisseur de 4 cm que je viens extruder vers le sol, donc sur 70 cm. Triple clic, crée un composant, pied. Ce composant, je vais le dupliquer avec l'outil déplacer en appuyant sur CTRL à l'extrémité du plateau. Et maintenant, avec l'outil sélectionné, je vais récupérer mon pied gauche et dans Info sur l'entité, je vais renommer l'instance. Je vais l'appeler pied gauche. Et l'autre composant, je vais l'appeler pied droit. Donc là, j'ai deux composants qui sont identiques. Ce sont tous des pieds. Sauf que celui-là, il s'appelle pied gauche. Et celui-là, il s'appelle pied droit. Et maintenant, mes trois composants, je vais les sélectionner et je vais créer un seul composant que je vais appeler bureau. Et c'est le composant bureau qui contiendra les trois composants. D'ailleurs, si je me rends dans les attributs de ce composant, j'ai bien le composant bureau qui possède trois sous-composants, plateau, pied gauche, pied droit. Maintenant, réfléchissons un instant au comportement de notre composant. Ce que nous voulons, c'est proposer à l'utilisateur une liste dans laquelle il pourra choisir la dimension du bureau. Alors pour cela, on va donc créer un attribut dans le composant bureau que l'on va appeler dimension. On se rend dans les détails de l'attribut. Ce que l'on veut, c'est un attribut sélectionnable dans une liste. L'unité, ça sera des centimètres, puisque en fonction de l'option que choisira l'utilisateur, la valeur qui sera renvoyée devra être en centimètres. Configurons donc notre liste. Première option, un petit bureau, entre parenthèses, 140 cm. La valeur qui sera renvoyée, 140 cm. Ensuite, on aura un bureau standard, entre parenthèses, 160 cm. La valeur qui sera renvoyée, 160 cm. Bien évidemment, ce que j'écris ici, c'est purement arbitraire, je peux écrire ce que je veux. Le plus important, c'est que ça corresponde à des valeurs précises. Ce sont ces valeurs-là qui vont être utilisées pour configurer le composant. Alors je reviens à ma liste. Dernière option, grand bureau, entre parenthèses, 180 cm. La valeur renvoyée, 180. Appliquer. Et maintenant, si je vais dans la liste des options de mon composant, j'ai bien
petit bureau, bureau standard, grand bureau. Je vais juste modifier l'étiquette afin d'avoir quelque chose d'un peu plus explicite. Dimension du bureau, appliquée. L'étiquette a bien été mise à jour. Et maintenant, l'idée, c'est de faire le lien entre cette liste d'options et la dimension du bureau. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Allez, on revient dans les attributs de notre composant. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que lorsque l'utilisateur choisit un bureau de 140 cm, le plateau fasse 140 cm le long de l'axe rouge. S'il choisit 160 cm, j'aimerais que les 160 soient appliqués à sa taille le long de l'axe rouge. Et si je le dis autrement, si l'utilisateur choisit une dimension de 180 cm, j'aimerais que le len x, la taille suivant l'axe rouge du plateau, soit égale à la dimension sélectionnée. Je le formule volontairement de différentes manières pour que vous puissiez commencer à vous habituer avec les différents termes utilisés dans la configuration des composants dynamiques. Donc ce que l'on veut du coup, c'est modifier notre plateau, plus particulièrement l'attribut len x qui correspond à la taille le long de l'axe rouge, et on aimerait qu'il soit égal à la valeur renseignée dans dimension et qui sera choisie par l'utilisateur. Entrée. On va tester ça. Petit bureau, 140, c'est ce qui est sélectionné à l'origine. Si on passe à bureau standard, appliqué, le plateau passe bien à 160 cm. Et enfin, grand bureau, le plateau passe désormais à 180 cm et je peux vérifier avec l'outimètre que le fonctionnement est bien correct. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que si j'ai un grand bureau de 180 cm, eh bien, j'aimerais avoir une largeur qui soit un peu plus grande. Au lieu de faire 60 cm, j'aimerais que la largeur passe à 80 cm. Mais comme je l'ai dit, si et seulement si le plateau atteint 180 cm. Autrement dit, si le plateau fait 140 ou 160 cm, je veux qu'il reste à 60 cm de large. En revanche, s'il atteint 180 cm de long, comme c'est le cas ici, j'aimerais que le plateau s'agrandisse en largeur, autrement dit, le long de l'axe vert, pour atteindre 80 cm. Alors, comment faire ça? On se rend dans les attributs de notre composant, et toujours sur le composant plateau, on va aller récupérer sa taille le long de l'axe vert, autrement dit, le len y. Il est bien sur 60, c'est la valeur par défaut. Si j'indique 80, il passe bien à 80. Donc, par défaut, on va le laisser à 60. Et maintenant, on va indiquer à notre composant que si le plateau atteint une dimension en x de 180, j'aimerais que cette valeur passe à 80. Comment faire ça? Eh bien là encore, si vous êtes habitué avec Excel ou Google Sheet, vous connaissez la fonction si, la fonction conditionnelle. Dans SketchUp, on retrouve également des fonctions conditionnelles que l'on va appeler des fonctions logiques, et le si correspond à if. Le if nous permet de faire un test. Si le test est correct, s'il renvoie vrai, alors on va appliquer une valeur. Et si le test renvoie faux, on appliquera une autre valeur. Allez, appliquons ça à notre plateau, et ça devrait être beaucoup plus clair. Donc, le len y, la taille suivant l'axe vert. On va entrer une formule égale condition si, ou alors je peux récupérer directement la fonction si et demander à SketchUp de me le pré-remplir
fonction logique if, insérer. Alors le test, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va tester si notre len x est inférieur à 180. Les opérateurs, je les retrouve également dans la liste. Plus, moins, multiplier, diviser. Et ensuite, on a les opérateurs de comparaison. Inférieur, supérieur, sachant que ça c'est strict. Strictement inférieur, strictement supérieur, égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent d'eux. D'ailleurs, si je clique dessus, j'ai à nouveau la définition, inférieur à. Donc on revient à notre condition. Si len x, si la taille suivant l'axe rouge est inférieure à 180, alors j'aimerais que len y soit égal à 60. En revanche, si len x n'est pas inférieur strictement à 180, dans ce cas-là, c'est qu'on est supérieur à 180, supérieur ou égal. Dans ce cas-là, on va passer le len y à 80. Entrée. Allez, on va tester ça. Option. Si j'ai un petit bureau, on a un len x qui est inférieur à 180. Du coup, le len y sera égal à 60. Pour un bureau standard, on est toujours inférieur à 180. Donc, on conserve les 60 cm. Et enfin, lorsqu'on passe à 180, dans ce cas-là, le len y, il passe à 80 cm. Voilà donc comment utiliser la fonction if. Restons avec la fonction if et ajustons du coup la taille de nos pieds. Puisque nos pieds pour le moment, ils restent à 60 cm, peu importe la taille, la largeur de notre plateau. Alors comment corriger cela? Eh bien, on retourne dans les attributs, et cette fois-ci, on va s'attaquer aux pieds. Ce que l'on souhaite modifier, c'est la taille suivant l'axe vert. On va donc ajouter un attribut de taille suivant l'axe vert, len y. Et là, idem, on va utiliser une condition égale if, donc si. Quelle est la condition? Si len y est inférieur à 180, alors dans ce cas, le pied reste à 60 cm de large. En revanche, si on est égal ou supérieur à 180, dans ce cas-là, il passe à 80. Entrée. Et comme il s'agit de deux composants identiques, si ce composant, le pied gauche, est modifié, les répercussions seront appliquées sur le pied droit. Je n'ai donc pas à réentrer la formule dans pied droit. Je vais simplement l'entrer dans pied gauche. Allez, on va tester tout cela. Option. 160. Alors 140 pour commencer. Donc là c'est bon. On a 60 cm. À 160, on a toujours 60 cm. Si en revanche, mon plateau atteint 180 cm, dans ce cas-là, le pied devrait atteindre 80 cm. Ce qui n'est pas le cas. Pour quelle raison? Je reviens sur len y. Alors si plateau, len y, donc si la largeur du plateau est inférieure à 180, et oui, voilà mon erreur. En fait, ce n'est pas la largeur du plateau, c'est sa longueur, c'est len x. Len x doit être inférieur à 180. Donc vous l'avez peut-être corrigé déjà, petite erreur d'inattention. Donc là notre formule, elle est bonne et elle devrait fonctionner. Effectivement, le composant a été mis à jour. Donc on va réessayer tout ça. Petit bureau 140. On est inférieur à 180. On a donc des pieds qui font 60. Quand je passe à 160, on est toujours inférieur à 180. Les pieds vont donc rester à 60.
Et maintenant, si je passe à 180, les pieds s'agrandissent pour arriver à 80 cm. Du coup, notre attribut est bien configuré. Mais attention, il y avait beaucoup plus simple, et peut-être que vous l'avez deviné également, plutôt que d'écrire une formule assez complexe, étant donné que dans notre modélisation, on a une taille de pied qui est égale à la taille du plateau. Bien entendu, on raisonne sur l'axe vert. Eh bien, je peux très bien écrire tout simplement égale l'an Y, entrée. Et du coup, lorsque la largeur du plateau va varier, le plateau va entraîner automatiquement avec lui la largeur des pieds. On reteste. Le plateau fait 60, les pieds font 60 également. Idem, le plateau fait 60, les pieds font 60. Et maintenant, le plateau va passer à 80, les pieds passent à 80 également. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut être vigilant lorsque l'on paramètre nos composants. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. À nous de discerner les méthodes les plus simples et les plus rapides. Et cela peut éviter également des sources d'erreurs. On a eu une belle démonstration au cours de cette vidéo également avec mon erreur d'inattention. Allez, maintenant, on va modifier le placement de notre pied droit, puisque lorsque la taille de mon plateau varie, le pied, malheureusement, pour le moment, il reste au même endroit. Donc on va rester sur 180, et ce que j'aimerais, c'est que le pied se mette au bon endroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pied, il doit se déplacer le long de l'axe rouge pour se retrouver à l'extrémité du plateau. Revenons dans les attributs de notre composant. Ce que l'on veut modifier, c'est la position du pied, le pied droit plus précisément. Et quel attribut on va vouloir modifier? Un attribut de position, X, Y ou Z. Eh bien c'est la position suivant l'axe rouge. Autrement dit, la position X. Alors cet attribut me renvoie 136 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à l'origine du parent, donc le parent, je le rappelle, c'est le bureau, le pied, lui, se trouve à une position de 136 cm. Alors pour que ce soit bien clair, je vais déplacer mon bureau, et le bureau, son origine, c'est à ce niveau-là, là où se situe l'axe du composant. De même, mon composant pied droit, il possède sa propre origine, ça se situe à ce niveau-là. Et donc, ce que m'indique, si je reviens sur le composant parent, ce que m'indique la position X, c'est la distance qui sépare le composant par rapport à l'origine de son parent. Autrement dit, entre ce point-là, l'origine du parent, et l'origine du composant, j'ai bien 136 cm. Attention, lorsque j'entre dans mon composant, les valeurs vont changer. C'est un peu compliqué à expliquer, alors pour ne pas s'embrouiller, on va juste retenir que lorsque l'on modifie les positions dans un composant dynamique, on va toujours indiquer les valeurs par rapport à l'origine du parent. D'ailleurs, si je sors du composant et que je clique sur le bureau, lui, on avait dit que son origine se situait à ce niveau-là. Quel est le parent du bureau? C'est tout simplement l'axe d'origine globale de SketchUp. Si je reviens dans Bureau et que j'ajoute position X, j'ai 46,7 cm. Et effectivement, entre l'origine et le départ de mon composant, j'ai bien 46,7 cm. Si maintenant j'entre dans le composant, je n'ai plus 46,7 mais 0. On fait référence à sa propre origine, mais en réalité c'est un peu plus complexe. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, on va vraiment indiquer des valeurs ici en fonction
de l'origine du parent. Alors revenons sur notre pied droit. Ce que nous voulons, c'est que son origine, autrement dit ce point-là, il soit positionné par rapport à l'extrémité du plateau. Et l'extrémité du plateau par rapport à l'origine du parent, par rapport à l'origine du bureau, eh bien il correspond exactement à la taille du plateau. Autrement dit, on a le point 0 ici. Alors ce point-là, il se situe où par rapport au point 0? Il se situe à 180. Si jamais je modifie la largeur et que je le passe à 160, et bien dans ce cas-là, l'extrémité change. Mais par rapport au point d'origine, il se situe à 160 cm, ce qui correspond toujours à la taille du plateau. Nous allons donc, dans les attributs, demander à SketchUp de nous placer le pied droit en utilisant la taille du plateau. Donc, je me rends position X, et on va dire que c'est égal au len X, donc la taille suivant l'axe rouge, du plateau. Entrée. Et j'ai bien l'origine de mon pied droit qui vient se positionner à l'extrémité du plateau. Et pour le rentrer à l'intérieur, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement enlever les 4 cm d'épaisseur de mon pied. Entrée. Alors je le rappelle, même si je pense que c'était assez évident, si on a un décalage de 4 cm, c'est tout simplement parce que le point d'origine du pied se situe à ce niveau-là. Si j'entre dans le composant, j'ai bien l'intersection des 3 axes qui se situe sur ce point-là. Si l'origine se situe à ce niveau-là, évidemment, je n'ai pas à retirer les 4 cm. Voilà, donc je reviens dans ma formule et j'enlève bien les moins 4. Voilà. Allez, on va tester tout ça. Option. Je choisis mon composant. 140. Très bien. On a le pied qui se place à ce niveau-là. Moins 4. 160. C'est bon aussi. Et enfin, 180. On est bon également. Félicitations, vous avez à présent toutes les bases pour commencer à créer vos propres composants dynamiques. Et je suis sûr que vous avez plein d'idées en tête pour pouvoir optimiser vos différents projets. Ce tuto est la première partie d'une formation avancée sur les composants dynamiques. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir les autres fonctionnalités des composants dynamiques, vous trouverez le lien de la formation dans la description. À la fin de celle-ci, vous serez capable de créer des composants interactifs qui réagissent au clic, qui peuvent aussi s'adapter aux mises à l'échelle sans se déformer, et vous apprendrez même à paramétrer l'agencement de plusieurs espaces en quelques clics seulement. Merci en tout cas d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like ainsi que le commentaire, cela aidera au référencement de la vidéo. Bonne modélisation et je vous dis à très bientôt.